Bonjour et bienvenue dans la semaine de l'écho. Comment réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 ? Ce lundi, Emmanuel Macron a présenté son plan de planification écologique pour la France. Aide dans les secteurs du transport ou du logement, sortie du charbon. Le président français a fixé des objectifs. Sont-ils suffisants pour tenir les engagements environnementaux ? On en débat dans un instant. Pour financer cette transition, 33 milliards d'euros sont prévus cette année, 40 l'an prochain, montant inscrit dans le projet de budget 2024 présenté par le gouvernement ce mercredi. Ces montants sont-ils à la hauteur des enjeux ? Quelles sont les autres pistes de financement ? Réponse à suivre. Enfin, 1 million de véhicules électriques et 1 million de pompes à chaleur devront être produits chaque année en France d'ici 4 ans. Et pour les fabriquer, Emmanuel Macron entend s'appuyer sur les 4 usines de batteries situées dans le nord du pays. Encore faudra-t-il garantir leurs approvisionnements en métaux critiques ? Peut-on concilier transition et souveraineté ? Ce sera la chronique de Lynn Rifaille. Mais d'abord, j'ai le plaisir d'accueillir en plateau Mireille Chirouleux-Assouline, économiste de l'environnement, professeure à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Bruno Pilon, président France du groupe Heidelberg, deuxième cimentier mondial et président de l'Organisation professionnelle des cimentiers dans l'Hexagone, et Sylvain Boucheran, président de la commission environnement du Conseil économique, social et environnemental. Bonjour à tous les trois et merci d'avoir accepté notre invitation. Démocratisation des voitures électriques, rénovation des logements, sortie du charbon. Le président français a donc fixé des objectifs à horizon 2027, tour d'horizon des mesures avec nos confrères de France 2. En 2030, 15% des voitures devraient être électriques. Des RER pourraient circuler dans plusieurs grandes villes et le charbon devrait avoir disparu. Ce sont les objectifs fixés par Emmanuel Macron. Avec entre autres, sur l'automobile, 1 million de voitures électriques produites en France d'ici 2027, en s'appuyant sur 4 grosses usines de fabrication de batteries. Pour rendre ces voitures abordables, un système de leasing, une location longue durée, sera mis en place. Ce dispositif de leasing à 100 € pour les premiers modèles de véhicules électriques, ce ne sera pour l'année 2024 que quelques dizaines de milliers de modèles, mais ce sera l'ouverture de ce guichet. Pourquoi ? Parce que d'abord, nous voulons qu'il soit juste, bien ciblé, et ensuite, nous voulons qu'il permette l'accès à des véhicules électriques qui sont produits en Europe. Des RER devraient voir le jour dans une dizaine de villes comme Lyon, Marseille ou Nantes. L'État va débloquer 700 millions d'euros pour les financer. Quant à la sortie du charbon, elle est annoncée pour 2027. 2 centrales en produisent toujours en France, une mesure déjà repoussée. Il faut rappeler qu'en 2018, Emmanuel Macron avait déjà annoncé la fin du charbon pour 2022. On est en 2023 et on l'annonce pour 2027. Le problème, c'est si on retarde sans cesse ces objectifs, la fin du charbon, j'y croirai quand je la verrai. Pour financer ces changements, 33 milliards d'euros sur la table cette année, 40 milliards l'an prochain. Insuffisant pour certaines associations. Nous, on préconise le principe pollueur-payeur. Par exemple, le transport aérien, actuellement, il n'est quasiment pas taxé, alors que le transport ferroviaire, beaucoup moins polluant, l'est beaucoup. On voulait une fiscalité sur le transport aérien qui aurait permis d'investir davantage dans le transport ferroviaire. La fiscalité de l'aviation, il n'en a pas parlé, c'est un vrai loupé. Le gouvernement évoque aussi une reprise du contrôle du prix de l'électricité en octobre, sans en préciser pour l'instant les leviers. Mireille Chirouleux-Assouline, on le voit, il y a quelques impasses. On voit un gouvernement qui insiste sur des aides apportées aux Français, une sortie du charbon repoussée à 2027. Face à l'urgence climatique, face aux défis de la transition, ces mesures sont-elles suffisantes ? Clairement, je dirais que ce n'est pas vraiment le cas. C'est-à-dire que le plan qui a été proposé est un ensemble de petites mesures, mais je ne lui trouve pas la profondeur qui serait nécessaire, je ne trouve pas l'ambition qui serait nécessaire pour réussir la trajectoire d'émissions qui doit être la nôtre. La France s'est engagée à réduire de 55%, vous l'avez dit, les émissions à l'horizon 2030, mais il ne faut pas oublier que c'est pour arriver à 0 émission nette en 2050. Et comme cela a d'ailleurs été rappelé par différents intervenants dans les semaines passées, il s'agit donc d'accélérer la réduction des émissions de façon considérable. Il faut faire 2,5 fois plus de réduction chaque année que ce qui a été fait jusqu'à présent. Et actuellement, toutes les mesures qui ont été présentées vont plutôt dans le bon sens, mais soit à un rythme beaucoup trop faible, soit avec une ampleur qui est insuffisante.
Alors que ce soit pour les chaudières à gaz ou sur la limitation de la vitesse à 110 km/h sur autoroute, on est plus, on le sent dans l'incitation que dans l'interdiction. Est-ce que c'est quelque chose que vous regrettez ? Je le regrette. Et alors, je regrette aussi un problème de vocabulaire. C'est-à-dire qu'on parle systématiquement depuis quelques années, en tout cas les politiciens et certains acteurs économiques parlent d'incitation lorsqu'il s'agit de verser des aides. Or, il se trouve qu'il y a d'autres instruments qui sont parfaitement incitatifs, comme par exemple la tarification du carbone. Ça, on va en venir, mais ce sera dans une deuxième partie. Mais est-ce que ce n'est pas le prix à payer pour accompagner, ou en tout cas pour ne pas braquer, rendre acceptables ces mesures ? Alors, c'est nécessaire. C'est sûr, c'est nécessaire. Ce que je dis là, c'est que c'est loin d'être suffisant. C'est nécessaire. On voit bien d'une certaine façon que le gouvernement, le président sont un peu paralysés, empêtrés dans cette angoisse de voir se reproduire les mouvements sociaux comme ceux des Gilets jaunes. Et par conséquent, ils recherchent absolument l'acceptabilité sans insister suffisamment sur le fait que, de toute façon, il faut faire des efforts. Et si on ne fait pas cet effort pédagogique, on ne va pas arriver à entraîner tout le monde. C'est vrai qu'on voit dans les pays comme en Allemagne, en Suède ou au Royaume-Uni, on voit ces pays qui reviennent sur des mesures mal acceptées par la population. Sylvain Boucheron, cette méthode douce, sans rupture ni contrainte prônée par le gouvernement, peut-on réellement faire la transition de façon, sans rupture, justement, sans sacrifice ? C'est une bonne question. Je crois que déjà, j'aimerais souligner l'intérêt de la planification écologique. C'est quelque chose que le CESE avait demandé et appelé de ses voeux depuis un petit peu plus d'1 an. Et je crois que c'est la première fois qu'on rentre dans une démarche aussi importante. On va donner de la visibilité sur ce que l'on veut faire vis-à-vis de la transition écologique. Donc c'est un premier pas. Donc, c'est un premier pas, mais qui est quand même nécessaire. C'est demandé par beaucoup d'acteurs et de se dire, on se projette dans le temps long et voilà la marche qui est à franchir. Après, la question, effectivement, c'est le contenu. Est-ce que les mesures sont suffisantes ? On voit que ce n'est pas un plan de rupture. On sait qu'il faut aller beaucoup plus vite dans les mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais plus largement de l'ensemble des impacts sur l'environnement. Et ça, c'est vrai que c'est un des regrets que l'on a, que le plan, pour l'instant, il est très centré sur la question du climat et du carbone. Et finalement, il traite assez peu, pour l'instant, des questions de la biodiversité. Comment est-ce qu'on la préserve ? Qui sont reportées à plus tard. Qui sont reportées à plus tard. La question de l'eau, la question de l'adaptation au changement climatique. Mais pour nous, ce qui est très important, c'est que ces sujets-là soient pensés de manière intégrée. Puisque finalement, vous pouvez avoir des actions qui sont quelque part bonnes pour le climat, mais si elles sont mauvaises pour la biodiversité, pour l'eau, ou si elles ne nous permettent pas de nous adapter au changement climatique, finalement, c'est un mauvais investissement, c'est de la maladaptation dans laquelle on s'engage. Donc on a besoin d'avoir une véritable approche transversale, et pour l'instant, ça, on ne l'a pas encore vraiment vu. Bruno Pilon, ce plan, il défend aussi la création de nouvelles filières. On pense aux voitures électriques ou encore à la rénovation thermique des logements. Est-ce que c'est une aubaine pour l'industriel que vous êtes ? Alors, c'est une aubaine quand il s'agit de rénover les logements pour essayer que ça émette moins. C'est pas toujours la réponse. Il faut savoir que la rénovation des logements, on sait que c'est pas toujours la réponse. Je voudrais revenir sur ce qui a été dit sur ce plan. C'est vrai, et on en parlera sûrement plus tard, qu'il dresse un certain nombre de mesures, et il y a quelques angles morts dans ce plan-là, mais il a le mérite d'exister. C'est ce que il a le mérite d'exister et il est calé sur les ambitions européennes, qui était le Fit for 55, qui est sorti il y a 2 ans. Donc aujourd'hui, ce plan, il est là. Il trace un chemin, je crois que son rédacteur l'a dit. On a une voie, on a une possibilité d'atteindre ces moins 55%. Et je voudrais juste préciser que pour ce qui est de l'industrie que je représente, et mon groupe en particulier, AWM Materials, on n'a pas attendu l'arrivée de ce plan pour déjà s'engager dans la transition. Alors précisément, vous le dites, vous êtes président du 2e cimentier mondial, vous faites partie des 50 sites les plus polluants en France. Concrètement, décarboner, dépolluer vos sites, en quoi ça consiste et où en êtes-vous dans le processus ? Est-ce que cet objectif, il est atteignable de neutralité dans le ciment en 2050 ? Absolument. Alors, il est très ambitieux. Il y a 2 temps. Alors, heureusement, on part lancé. C'est encore une fois, on n'a pas attendu ça pour se décarboner. Mais dans l'industrie cimentière, vous avez cité effectivement les 50 sites. Sur ces 50 sites, il y a 24 cimenteries. Donc, on est effectivement au cœur de cette décarbonation de l'industrie en France. Il y a 2 sujets, en fait. Il y a le sujet qui était rappelé dans votre reportage où il faut sortir du charbon. Et ça, l'industrie cimentière sort du charbon. C'est l'objet d'investissements qui sont faits au moment où on se parle. Je vois qu'il y a des chantiers qui sont montrés où mon groupe investit 630 millions d'euros pour sortir du charbon. Ça, c'est une première phase. Et vous le remplacez par quoi ? Alors, on le remplace par des combustibles qui sont des combustibles dits de substitution à forte composante biomasse. Le problème de l'industrie cimentière, qui est donc encore une fois tout à fait au cœur de ce sujet-là, c'est que les 2 tiers de ces émissions sont des émissions fatales. C'est-à-dire, c'est des émissions qui sont aussi du processus industriel. Quand bien même on sera sorti complètement, et ce sera le cas d'ici à 2030, du charbon,
il nous restera 2/3 de ces émissions. Et pour ça, on a besoin d'un plan. On a appelé ça de nos voeux. Aujourd'hui, il est là. Et ce plan, il parle notamment de séquestration du carbone, qui est une des voies d'avenir pour les émissions dites fatales, c'est-à-dire inévitables. Vous dites que ce processus, vous l'avez déjà enclenché. Vous diriez que c'est sous l'impulsion de nouvelles réglementations ou plutôt de l'envolée récente du prix du carbone sur le marché ? Alors, il y a l'envolée, bien sûr, l'envolée du prix du carbone a son influence, mais en fait, c'est la réforme complète du marché des ETS, donc ces fameux quotas carbone qui sont donnés, en fait, c'est des droits à émettre qui sont donnés à des industries dites à fuite de carbone. Au niveau européen ? Au niveau européen, c'est-à-dire sans ces droits-là, l'industrie quitte le territoire, c'est ça qui se passe. Et là, il y a 2 événements majeurs, mais qui sont effectivement liés. C'est l'envolée du prix du carbone, vous l'avez dit, la tonne de carbone il y a 3 ans, 4 ans, c'était 4 €, ce matin, c'est 85 €. Donc aujourd'hui, ça, c'est Elle a frôlé les 100 au mois de février. Elle est passée par la case des 100 €. Et en plus, et c'est positif, les émissions, les droits à émettre des industries qui sont donc à fuite de carbone vont diminuer à partir de 2026. Donc c'est ça aussi. Donc il y a une contrainte du prix. Il y a à la fois la contrainte, le prix du carbone, mais enfin, encore une fois, les industriels que nous sommes, on est plutôt favorable à un prix du carbone élevé. Contrairement à ce qu'on entend, on est plutôt favorable à un prix du carbone élevé. C'est le seul moyen de donner une rentabilité à la décarbonation. Mireille Chiroulet-Assouline, face à l'urgence, comment embarquer les entreprises, mais peut-être aussi la population face à ces changements radicaux ? C'est évidemment compliqué pour certaines entreprises qui sont des entreprises grosses polluantes, enfin grosses émettrices de CO2. Forcément, ça implique des innovations technologiques. Lorsque je vous entends, monsieur, parler d'émissions fatales, j'aurais tendance à dire que il n'y a guère de fatalité que dans la combustion des énergies fossiles, parce que là, c'est une véritable réaction stoichiométrique, une véritable réaction chimique. Et donc, on émet autant de molécules de carbone, de dioxyde de carbone, qu'il y avait d'atomes de carbone initialement. Pour la fabrication du ciment, c'est le processus de production qui actuellement utilisé qui émet forcément des émissions. Il y a des pistes de recherche qui s'efforcent de trouver des processus alternatifs qui pourraient émettre moins. Et donc, ces émissions sont fatales dans l'état actuel de la technologie. Et ce qui est essentiel, c'est bien d'investir dans de nouvelles technologies. Et là, donc, j'ai une petite réserve parce que si les investissements se font dans les technologies de capture et éventuellement de séquestration du dioxyde de carbone, on risque au contraire de diminuer les incitations des cimentiers à trouver de nouvelles technologies qui émettraient moins. Et là, ça me paraît au contraire un point négatif. Vous êtes d'accord ? Faut-il stocker ou plutôt développer des nouvelles technologies qui émettent moins ? Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites sur l'innovation, et notamment, encore une fois, moi j'ai un groupe qui est engagé, et d'ailleurs on voit que c'est le cas en France en particulier, pour créer des nouvelles matières, notamment de l'argile calcinée, pour réduire les émissions de CO2. Donc ça, on est engagé là-dessus. Après, il y a d'autres technologies, vous avez parfaitement raison. Quand vous dites que vous êtes engagé là-dessus, c'est-à-dire... Ça veut dire qu'on investit dans la création de nouveaux fours. Ça existe déjà ? Oui, ça existe déjà. Et aujourd'hui, sur le territoire, c'est intéressant d'ailleurs de voir qu'en Europe, les fours d'argile calcinée, en fait, il y en a 3 qui sont soit construits, soit en construction, ils sont tous en France. Donc la France est tout à fait moteur sur ce sujet-là. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative, et Dieu sait qu'on passe des milliards d'euros dans la recherche, il n'y a pas d'alternative aujourd'hui à la fabrication de ciment. C'est un fait avéré. Il y a de la place pour plein d'autres choses, mais il n'y a pas d'alternative. Et c'est un produit non seulement ce qui est indispensable pour la transition écologique, et en plus qui a le mérite, quand il est fabriqué en France et qu'on fait du béton en France, d'être non délocalisable. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative à ça, c'est ça. Et même si on fait de la recherche, il n'y a pas d'alternative. Et pour ce qui est des émissions fatales de CO2, vous avez raison. Si on trouve un autre système ou un autre produit, très bien. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On en a besoin, on a besoin de construire. Et l'émission du CO2, quand on fabrique du ciment, il n'y a pas d'autre solution malheureusement. Et c'est pour ça que ce plan, et je crois que la France s'est lancée il y a à peu près un an, un petit peu plus d'un an, dans l'acceptation du fait que sans séquestration du carbone, on n'arrivera pas aux objectifs. Et moi, je suis assez content de voir que dans le plan, pour l'atteinte des objectifs, notamment de l'industrie, je rappelle que l'industrie, dans le plan qui a été proposé, c'est 37 millions de tonnes de réduction sur les 138. Donc on ne fera pas sans l'industrie. Et l'industrie, notamment les émissions fatales, elle a besoin de cette séquestration de carbone. Et aujourd'hui, le gouvernement s'est engagé, a compris l'intérêt de ce sujet-là, et on développe, et on a besoin de développer des projets stratégiques qui sont en place, qui à Dunkerque, qui à Fos, qui demain à Saint-Nazaire, pour pouvoir capturer et stocker le carbone.
Sylvain Boucheron. Oui, je crois que ce débat, il met en avant un autre angle mort qu'il y a dans ce plan. Alors même si effectivement le président de la République a mis en avant la nécessaire sobriété pour pouvoir atteindre les objectifs de décarbonation, je crois qu'on n'est pas allé assez loin sur le sujet. Nous, on avait fait un rapport sur la question de la sobriété dans les modes de vie pour se dire que finalement, si on veut atteindre nos objectifs environnementaux, il va falloir qu'on travaille vraiment sur les modes de vie, finalement sur la demande. Comment on fait pour avoir peut-être moins besoin de ciment et de toutes les industries qui vont pouvoir, avec des technologies ou avec des nouvelles pratiques, réduire leurs émissions de production. Mais en fait, il faut qu'on fasse baisser globalement l'ensemble des besoins. Et donc ça, on a besoin de faire évoluer les modes de vie vers plus de sobriété. Et là, la planification qui a été annoncée, elle est encore relativement timide sur le sujet. On ne rentre pas vraiment dans les mesures concrètes. Et cette sobriété, ça c'est fondamental. Il faudra qu'elle soit évidemment dans une démarche de transition juste. Ça a été évoqué également par le président de la République, je crois qu'on peut le souligner. Par contre, on n'a pas encore vraiment des mesures extrêmement précises sur comment on va faire une vraie justice sociale pour des mesures de sobriété qui seraient absolument nécessaires pour pouvoir atteindre nos objectifs. Alors, où trouver l'argent pour financer toutes ces nouvelles dépenses vertes ? Ce mercredi, le ministre français de l'économie a présenté son budget pour 2024. Malgré la contrainte, ce budget prévoit 40 milliards d'euros de dépenses favorables à l'environnement. Écoutez le ministre. Donc nous revendiquons des investissements massifs à hauteur de 10 milliards d'euros supplémentaires sur la transition écologique. Oui, on va accélérer sur la rénovation des bâtiments. Oui, on va accélérer sur les véhicules électriques. Oui, on va accélérer sur les bandes de recharge. On va accélérer sur la transformation des bâtiments publics. On va accélérer sur les questions de forêt, d'eau, sur tout ce qui doit nous permettre de bâtir un modèle économique vertueux du point de vue écologique et faire de la France, ce qui a toujours été mon ambition, la première puissance décarbonée en 2040 en Europe. Mireille Chirolu-Assouline, les 7 milliards d'euros de crédits supplémentaires alloués à la transition écologique l'an prochain, peut-on parler de progrès vers un budget vert ? D'une certaine façon, en fait, je dirais que les progrès vers un budget vert ont été réalisés auparavant et ne sont pas aussi marquants. Tout simplement parce que désormais, les impacts sur l'environnement du budget de la France sont analysés ex ante et également après la réalisation du budget. Et ça, c'est fondamental, de savoir exactement quels peuvent être les impacts du budget de la France. Maintenant, le montant qui est consacré actuellement à ces dépenses en faveur de l'environnement, je ne pense pas que ce soit suffisant encore. Il y a en fait énormément de dépenses à consacrer aux infrastructures de transport en particulier, même si des annonces ont été faites sur les RER métropolitains. Mais il y a énormément de choses à faire, énormément également de dépenses pour mettre au niveau tous les bâtiments publics, c'est-à-dire que la rénovation des bâtiments, ou la construction de bâtiments qui soient plus conformes à ce qu'on attend maintenant pour réduire les émissions et pour s'adapter au changement climatique, ces efforts-là doivent être consentis par l'État, forcément, par l'État, par les collectivités, sauf que les collectivités, il faut dans ce cas-là leur décentraliser une part du budget qui est nécessaire. Et là, je n'ai pas l'impression que l'effort soit suffisant. Sylvain Boucheron, la France, première économie verte à horizon 2040 en Europe, vous y croyez ? Il ne faut pas que ce soit un rêve, il faut que ce soit une réalité, c'est absolument nécessaire de... Mais est-ce qu'on se dirige dans cette direction ? Il y a un premier pas, l'annonce des nouveaux financements, c'est déjà un premier pas. Nous, on avait évalué à 70 milliards l'argent nécessaire pour donc financer on en est loin. La transition écologique. C'est un premier pas, il manque le deuxième pour y arriver. Ce qui va être important quand même, c'est d'avoir en tête que effectivement la question du montant c'est une chose, et après il y a des autres questions, d'où vient l'argent, comment est-ce qu'il va être investi et dépensé. Ce qui va être important pour nous, je crois, c'est bien d'investir dans des mesures qui vont être structurelles. On a parlé là ces dernières années, ces derniers mois du bouclier tarifaire sur l'énergie. Le fait de financer des achats de carburant, en fait, ça n'incite pas les personnes à changer de mode de transport. Donc il va falloir qu'on soit très vigilant sur la manière dont on emploie nos investissements pour s'assurer que finalement on soit bien dans une évolution des modes de vie, des infrastructures et que ce soit pérenne pour le long terme. Effectivement, vous posez la question de la cohérence. La fin du bouclier tarifaire mis en place donc, il y a 2 ans est annoncée pour l'année prochaine. Elle était donc pour lutter contre l'explosion des prix de l'électricité. Bercy maintiendra ces aides ciblées en direction des ménages les plus modestes pour les protéger toujours de ces effets de l'inflation. Notamment, on pense à la prime, l'indemnité carburant. Est-ce que c'est bien
incohérent avec ces objectifs de réduction des gaz à effet de serre? Alors en fait, ce qui n'est pas cohérent du tout, c'est la succession de mesures dans un sens et dans l'autre. C'est-à-dire qu'on a parlé à un moment de vente à perte des carburants, ce qui était une aberration, pas seulement économique, mais d'un point de vue écologique. Ensuite, heureusement, on est revenu dessus, mais on se remet à verser une prime. Heureusement, cette prime est centrée sur les ménages les plus pauvres. Mais pourquoi l'appeler prime carburant? Pourquoi la réserver à l'achat de carburant? En soi, ça n'est pas une excellente chose. Ça peut contribuer à dissuader des personnes qui pourraient se passer de carburant de le faire effectivement. Et donc, toutes ces mesures-là, on voit bien, et tout ça dans un discours où simultanément, dans le même discours, le président Macron déclare son amour à la bagnole. Et donc, on a vraiment l'impression que... Peut-être aussi contenir une grogne sociale face à des... Oui, mais on a l'impression qu'il s'agit de maintenir, de faire comme si tout allait changer, mais pour que surtout rien ne change. Et ça, c'est vraiment problématique, en fait. Bruno Pilon, l'État promet aussi un contrôle du prix de l'électricité. Qu'en attendez-vous? Parce que vous utilisez l'électricité, vous serez amené à en utiliser. C'est un très bon point, parce qu'un des atouts quand même de la France, qu'on ne met peut-être pas assez souvent, c'est son mix énergétique. On a un mix énergétique, donc c'est ce qui facilite aussi le discours. Est-ce qu'on a des chances d'être la première économie européenne décarbonée? La réponse, c'est oui. On a un mix énergétique qui est imbattable. Grâce au nucléaire? Grâce au nucléaire, et puis aujourd'hui aux énergies renouvelables. Et ça tombe bien, puisque dans la transition, on sait très bien qu'on va avoir cette transition écologique, on va avoir un besoin d'électricité absolument considérable. Non seulement pour les voitures électriques, bien sûr, mais pour l'industrie, pour l'électrification des procédés, etc. Donc ça, c'est un atout formidable. Et on voit bien ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que la France, pour tout un tas de raisons, ce serait compliqué de rentrer sur ce sujet-là, mais autour du market design européen, ne tire pas le plein bénéfice de son mix et du prix de ce mix. Donc là, il y a un grand débat. Il faut le mener pour qu'on puisse aider effectivement les industries à se décarboner avec une électricité compétitive qui va être une des clés du succès. Alors en avril dernier, les députés européens ont approuvé la création d'un second marché carbone dans le chauffage et le transport routier à partir de 2027. Il vient compléter le marché existant, on en a un petit peu parlé, qui permet aux entreprises de recevoir un quota d'émissions, une sorte de droit à polluer, qu'elles peuvent ensuite s'échanger entre elles lorsqu'elles dépassent un seuil d'émissions. Le but, c'est de les inciter à baisser leurs émissions dans l'Union européenne. Mireille Chirolu-Assouline, est-ce que c'est une bonne chose et est-ce qu'il faut étendre ce marché à d'autres secteurs? Alors, la création de ce marché pour ces deux secteurs correspond au fait que ce sont les deux principaux secteurs émetteurs qui ne sont quasiment pas régulés sur le plan des émissions. Je dis quasiment pas parce qu'il existe quand même des taxes carbone dans certains pays européens et en France, une petite taxe carbone par rapport à ce qui était anticipé. Donc en fait, c'est un mode de tarification du carbone qui a été mis en place, un mode alternatif qui porte pas le nom de taxe carbone, et c'est pour ça aussi que ça peut être mis en place au niveau européen sans encourir le risque d'un veto de certains pays, parce que l'unanimité n'est pas nécessaire dans ce cas. Donc ça, c'est un gros avantage. L'inconvénient que je vois, c'est que jusqu'à présent, je ne crois pas que les citoyens français soient très au courant de la mise en place de ce marché. D'ailleurs, il n'en a pas du tout été question dans le plan présenté par Emmanuel Macron. Pas du tout question. En fait, c'est un remplaçant pour la taxe carbone. Ça joue exactement de la même façon pour les ménages. Et donc, si l'effort de pédagogie n'est pas fait pour les automobilistes, pour les ménages qui ont besoin de se chauffer et qui achètent des combustibles dont le coût va s'élever, on va avoir exactement le même mécanisme que pour les gilets jaunes. C'est-à-dire qu'on va avoir une réaction de rejet parce que tant qu'on n'a toujours pas suffisamment expliqué que c'est nécessaire. Et le président ne l'a pas fait. D'autant que, souvenez-vous, les recettes sont censées alimenter un fonds social pour le climat pour précisément aider les plus modestes et financer la transition écologique. Oui, mais justement, tout ça, il faut l'expliquer parce que les gens ont tendance à ne pas comprendre quand on leur explique qu'ils vont être taxés, ils vont devoir payer plus cher et puis qu'on va utiliser ces recettes-là pour leur redistribuer. Certains, parfois, m'ont dit, mais à quoi ça sert? Je vais payer d'un côté puis recevoir de l'argent de l'autre. Non, ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que tous ceux qui utilisent ces produits qui sont taxés ou dont le coût va augmenter vont devoir payer, mais on va utiliser ces recettes pour réduire la charge de ceux qui ne pourraient pas s'adapter
facilement, et donc de ceux qui ont les revenus les plus faibles. Et donc tout le monde ne recevra pas, et personne ne recevra en fonction de sa consommation d'énergie, en fonction de ce qu'il a payé précédemment. Bruno Pilon, ce système des quotas de droits à polluer gratuits de CO2 qui prendra fin en 2034, a-t-il vraiment été efficace pour réduire vos émissions, garder des emplois en France au cours des dernières années? Alors, clairement, sur la première phase, non, parce qu'il était mal calibré. Oui, il a été très critiqué, d'ailleurs. Il a été très critiqué, à juste titre, il faut le reconnaître. C'est qu'il a été, je reconnais très facilement. Après, c'était un essai. Non, mais c'est-à-dire que les droits à émettre qui ont été donnés aux entreprises au tout début, parce que ça fait quand même la 5e fois, ça fait 20 ans que ça existe, ça. Donc, étaient supérieurs aux émissions, parce qu'il y a eu des retournements de marché, etc. Donc, au fur et à mesure, le dispositif s'est ajusté pour que les droits à émettre des industriels, finalement, se calent à l'industriel le plus vertueux. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas le plus vertueux, et quand je dis le plus vertueux, il faut être parmi les 10 usines les plus vertueuses au niveau européen pour avoir droit à un ETS qui correspond, un quota qui correspond, exactement à vos émissions. Quand vous n'avez pas la chance d'être dans ces 10-là, et Dieu sait qu'il y a des usines en France qui ne sont pas dans ces 10-là, vous êtes obligé d'aller acheter sur le marché. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Et sur la deuxième partie de ma question, garder des emplois en France, on sait que ces dernières années, des fours ont fermé dans l'Hexagone. Mais les fours ont fermé pour des raisons qui étaient aussi évoquées. Je pense que on est tous engagés dans cette... Parce qu'il en va au-delà de l'avenir de l'industrie, il en va de l'avenir de la planète, il faut quand même le rappeler. Donc tout le monde est engagé là-dessus. Et donc la dimension sobriété, elle existe aussi dans l'industrie que je représente, dans la mesure où on va mettre dans les ciments aujourd'hui beaucoup moins de clinker, c'est le matériau émissif dans le ciment, qu'on en mettait dans le passé. Donc, par définition, effectivement, il y a eu un impact sur les dispositifs industriels. C'est la raison pour laquelle on a fermé des fours. Notamment. Donc, la demande a baissé parce que... C'était pas une question de compétitivité? Pas uniquement. Alors ça s'est développé par la suite, si on prend les choses dans le temps, c'est que là, on met en place, alors je ne vais pas être trop long là-dessus, mais on met en place un dispositif d'ajustement carbone aux frontières qui vient compenser justement une inégalité. C'est ce qu'on appelle la taxe carbone aux frontières. C'est appelé improprement la taxe carbone, mais en fait, c'est un mécanisme d'ajustement qui fait qu'aujourd'hui, au moins, je n'ai pas un désavantage, qui est le cas au moment où on se parle, à produire en France par rapport à produire hors de l'Union européenne. Ça, c'est en train d'être rétabli. Et on commence d'ailleurs, dès lundi, la mise en place à blanc de ce système. Donc, c'est d'une actualité brûlante. Parallèlement à ça, et c'était le deal, on va baisser les émissions, les quotas qui sont donnés aux industriels. Les quotas gratuits. Les quotas gratuits, on va les baisser. Ça veut dire que de plus en plus, les industriels, et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on parle de financement de la transition, et on dit que la transition écologique, ça coûte de l'argent. En l'espèce, la transition écologique va rapporter beaucoup d'argent à l'État. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir de moins en moins de quotas carbone donnés aux industriels qui vont de plus en plus les acheter sur le marché. L'industrie cimentière française s'est engagée sur une voie de décarbonation à de moins 50% d'ici à 2030. Et la neutralité carbone en 2050. Quand on met ça bout à bout, c'est 9 milliards d'euros qui vont être amenés dans les caisses de l'État. 9 milliards d'euros. Pour décarboner toute l'industrie, je ne parle pas de mon propre groupe, toute l'industrie cimentière française, c'est 5 milliards d'euros. Donc il y a un déséquilibre, mais qui n'est pas toujours dans le sens où on croit. Déjà, votre estimation de 9 milliards d'euros me paraît excessive. Si vous tenez compte du fait que l'industrie se décarbone pendant le même temps, ça veut dire que l'assiette fiscale, enfin, en tout cas, le besoin de droits à émettre diminue. Oui. Et donc, ça diminue les recettes. Vous avez deux effets qui vont dans l'autre sens. L'effet d'abord, c'est que la décarbonation, ce n'est pas en un jour. Donc, de toute façon, en fait, la diminution des quotas carbone va aller beaucoup plus rapidement que la capacité de l'industrie à se décarboner. Donc, de toute façon, il va y avoir un bénéfice net. Et le prix du carbone, on sera peut-être autour de cette table dans quelques années. Je prends le pari qu'il ne sera pas à 85 € demain. Donc, il y a aussi cette dimension-là qui va enchère. Donc, les calculs, ils sont... C'est possible. Mais vous voyez, vous faites d'une certaine façon le même raisonnement que celui que j'étais en train de démonter pour les automobilistes. C'est-à-dire que vous faites d'un côté le calcul de ce que va coûter l'achat de permis d'émission pour votre industrie, et puis vous mettez en regard vos besoins de financement pour l'investissement. C'est déconnecté, c'est-à-dire que ces recettes qui vont être obtenues par l'État a des quantités d'autres utilisations possibles et qu'il faudra utiliser en particulier pour compenser les plus pauvres, pour financer de la recherche et développement, mais pas forcément dans votre industrie, aussi dans d'autres industries. Et donc, la palette est très large. Nous n'avons pas parlé des plans d'adaptation, des plans de formation des salariés qui sont absolument indispensables dans tous les secteurs qui vont voir une destruction créatrice
malheureusement aux dépens des travailleurs, et donc pour éviter que cette transition soit injuste, pour qu'elle reste juste socialement. Et donc il y a des besoins de financement qui sont considérables. Mais pour qui est tout à fait d'accord, mais il faut pour ça que si on veut continuer à ce que les gens puissent travailler, avoir des salaires, il faut que l'industrie reste. Et dans votre raisonnement, le biais quand même, si je peux me permettre, c'est que si jamais effectivement on est dans des situations où en France on est moins accompagné, soit par des subventions, mais soit aussi par la mise en place de réseaux. On n'a pas eu le temps de parler de ça, mais il faut qu'il y ait des réseaux. Et que de l'autre côté de la Méditerranée, c'est fait. Qu'est-ce que vous voulez dire par réseau ? Parce qu'on va aujourd'hui, pour se débarrasser du CO2 et pour avoir effectivement des produits qui soient décarbonés, on va faire de la séquestration carbone, c'est ce dont je parlais en introduction. Mais pour ça, il faut des autoroutes. Il y en a qui existent déjà, mais il faudra probablement en construire davantage. Il ne faut pas oublier, parce que, encore une fois, l'industrie, c'est silencieux, l'industrie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si jamais des conditions ne sont pas réunies, vous savez comment ça se passe, elle s'en va. C'est ce qui s'est passé pendant des années en France. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui a pris vraiment le sujet à bras-le-corps, et il y a des résultats déjà réels de la réindustrialisation. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, autour de nous, les gens ne restent pas, les autres industriels des autres pays, en dehors de l'Union européenne, ils ont bien compris ce qui est en train de se passer. Et c'est très vertueux d'ailleurs, parce que ça les convainc que si vous voulez continuer à commercer avec l'Europe, il faut produire des produits décarbonés. Sauf qu'eux le font dans d'autres conditions d'aide et dans d'autres conditions de prix de l'électricité. Et c'est toute la difficulté. Vous l'entendez, cet argument de la compétitivité, notamment on voit les États-Unis ou la Chine très protectionnistes avec des mesures, des subventions. C'est tout à fait vrai. Aux États-Unis, d'ailleurs, enfin, structurellement, c'est une économie où on n'envisage quasiment jamais de taxer les émissions. Enfin, quand je dis jamais, il y a des projets de taxe carbone, mais davantage poussés par des économistes que véritablement mis en place. Et par conséquent, les États-Unis, comme la Chine, ont choisi de subventionner énormément leur industrie. Maintenant, subventionner l'industrie telle qu'elle est n'est pas toujours la bonne solution. Il y a des subventions à diriger vers les créations de nouveaux secteurs, c'est-à-dire de la nouvelle économie qui va succéder à l'actuelle. Je ne dis pas que certaines industries sont amenées à disparaître. L'industrie cimentière restera nécessaire, mais il faut aussi flécher des financements vers d'autres secteurs qui sont absolument indispensables. Fin de cette deuxième partie. Pas de transition sans métaux rares, cuivre, lithium, cobalt, nickel, que l'on utilise pour produire les batteries des véhicules électriques, des métaux dont la demande explose à mesure que le monde cherche à réduire sa consommation d'énergie fossile et ses émissions de CO2. Écoutez le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie. Le risque, c'est que cette transition énergétique rapide va dépendre de la disponibilité des métaux critiques en quantité suffisante, au bon moment et à un prix abordable. Lynn Rifaille nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour à vous. Bonjour Karina. On l'a dit, la demande de métaux critiques explose avec un risque, remplacer une dépendance par une autre. C'est vrai, c'est un risque, on va y revenir. Mais d'abord, vous avez parlé de cette explosion de la demande pour les métaux critiques. Voyons cela en quelques chiffres. Alors si on veut atteindre l'objectif d'électrification des transports à l'horizon 2040, rien qu'avec cet objectif-là, l'Agence internationale de l'énergie estime que la demande en lithium va être multipliée par 40 d'ici 2040. Vous le voyez, celle du cobalt par 20. Pareil pour le nickel, x3 au moins pour le cuivre. Alors quel est le risque, Karina? Vous avez mentionné ce risque, c'est de voir notre dépendance aujourd'hui aux énergies fossiles qu'on importe, le pétrole, le gaz, qu'on importe par exemple d'Arabie Saoudite, des États-Unis, de Russie, transformer cette dépendance par une autre dépendance, cette dépendance aux importations de métaux critiques qui viennent d'où aujourd'hui? Principalement de Chine. 70% des terres rares, comme on les appelle, ou des métaux critiques qui sont produits actuellement viennent de Chine, 70%. Ça, c'est pour la production. Il y a un autre élément qu'il faut avoir aussi en tête, c'est le raffinage. Et là encore, une partie importante de ce raffinage se passe en Chine. Vous voyez ici les principaux chiffres. Par exemple, 67% du cobalt qu'on utilise à travers le monde est raffiné en Chine, 62% pour le lithium, 32% pour le nickel. Et puis également, du côté de la Russie, une grande partie des métaux critiques y est produite, en tout cas pour certains de ces métaux. C'est le cas par exemple de 37% du palladium.
Alors, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est justement de ne plus dépendre que de la Chine ou même de la Russie. Oui, c'est pour ça que s'est tenu jeudi ce sommet international à Paris, le premier sommet international qui est dédié aux énergies critiques. Y ont participé 47 États, mais pas la Chine ni la Russie. Alors ce sommet, il a eu lieu à Paris, où se trouve le siège de l'Agence internationale de l'énergie, donc sous l'égide aussi de cette Agence internationale de l'énergie, et plusieurs recommandations ont été émises. D'abord, il faut diversifier les sources d'approvisionnement de ces métaux critiques qui viennent aujourd'hui principalement de Chine et de quelques autres pays. Diversifier les sources, mais aussi avoir plus de transparence quant à l'origine et la manière dont sont exploités ces métaux critiques. Alors pourquoi plus de transparence? Parce qu'il faut regarder d'abord les conditions environnementales dans lesquelles sont extraits ces métaux critiques et aussi les conditions sociales des travailleurs. Et puis, autre élément aussi à avoir en compte, c'est qu'il faut plus de coopération entre les pays. Ils se sont mis d'accord donc à coopérer davantage pour avoir ce qu'ils ont appelé une diplomatie des métaux critiques. Ils se sont donné rendez-vous en février prochain, donc février 2024, pour faire le point sur cette première feuille de route. En France aussi, les initiatives se sont multipliées ces derniers temps pour garantir les approvisionnements en métaux critiques. Oui, et je vais en citer 3, Karina. D'abord, la plus récente, c'est l'accord signé entre la France avec 2 grands producteurs de métaux critiques que sont l'Australie et le Canada pour favoriser donc la diversification des sources d'approvisionnement. D'ailleurs, c'est un élément stratégique pour le Canada. Il y a 1 an et demi, lors du sommet de Davos qui avait eu lieu en mai 2022, j'avais eu l'occasion de m'entretenir avec le ministre de l'Industrie canadien qui mentionnait l'importance pour le Canada de développer ces métaux critiques, de les exporter vers l'Union européenne en particulier, et il mettait en avant les conditions dans lesquelles étaient extraits ces métaux qui étaient différents de ceux de la Chine au niveau environnemental et social. L'autre élément, c'est que la France, en mai dernier, a mis en place un fonds d'investissement de 2 milliards d'euros pour favoriser justement le développement des métaux critiques. Troisième élément, c'est pouvoir extraire ces métaux critiques sur le territoire français. Vous vous souvenez peut-être de l'annonce, il y a un peu moins d'1 an, octobre 2022, de l'extraction, d'un projet d'extraction de lithium en France. Donc c'est un projet qui devrait voir le jour à l'horizon 2028. Encore faut-il donc dépasser toutes les critiques et contraintes liées à l'environnement et donc aux locaux donc, qui peuvent s'opposer pour certaines raisons à ce projet. Merci beaucoup, Lynn. Sylvain Boucheron, je vous voyais réagir. Oui, déjà sur la transparence, c'est un élément essentiel de savoir dans quelles conditions sont produites les matières qu'on peut importer dans notre pays. Mais je crois que le point, c'est vraiment de ne pas remplacer une dépendance par une autre, puisque aujourd'hui, on a trop tendance à raisonner à isomonde. Finalement, on nous dit on va remplacer les voitures fossiles par des voitures électriques. Donc effectivement, si on remplace une voiture par une voiture, ça ne fonctionne pas. Il n'y aura jamais assez de métaux sur Terre pour le faire. Donc il faut vraiment qu'on arrive à travailler sur la demande et qu'on fasse nos investissements d'abord là-dessus. C'est bien d'avoir sécurisé des métaux, bien sûr, c'est essentiel. Il faut qu'on puisse vraiment avoir une logique globale de se dire d'abord on va réduire la demande, ce qui diminuera de toute manière nos dépendances aux métaux ou aux énergies en général. Il reste très peu de temps, Mireille Chirolli-Assouline. Oui, je dirais qu'il y a 2 éléments qui ont déjà été mentionnés, la diversification des ressources et la sobriété, c'est-à-dire réduire les besoins. Maintenant, il y a 2 autres éléments qui peuvent aussi réduire la dépendance à ces métaux critiques. C'est tout d'abord l'innovation technologique, parce qu'on fabrique des batteries avec différents composants et la composition des batteries a beaucoup changé depuis 10 ou 20 ans. On peut encore, enfin quand je dis les batteries, différents autres équipements, on peut encore faire des progrès. Et puis l'autre élément, c'est l'économie circulaire. C'est-à-dire que recycler les batteries, c'est une piste d'avenir, recycler de façon générale pour réduire la pression sur les ressources. C'est à la fois bon pour l'environnement et ce serait bon pour notre indépendance. Piste mentionnée aussi par l'Agence internationale de l'énergie, donc on y travaille. Bruno Pilon, le mot de la fin. Oui, juste, je trouve que c'est très bien qu'on termine là-dessus. C'est sur on n'a pas beaucoup parlé de circularité, etc. Et je crois que c'est un vrai gros sujet. Aujourd'hui, il y a des responsabilités élargies de producteurs qui se mettent en place. Il y en a une qui vient de se mettre en place pour les produits et les matériaux de la construction pour le bâtiment. Et c'est un élément absolument majeur pour économiser nos ressources. Je crois que c'est bien de terminer là-dessus. Bon, mais ce sera le mot de la fin et ça fera peut-être l'objet d'une prochaine émission. En tout cas, merci beaucoup à tous les 4 d'avoir participé à ce numéro. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur France 24.